Je tiens d'abord à remercier Monsieur le maire qui nous accueille. Merci à vous pour cette réunion de travail qu'on a voulu organiser en cette fin de campagne. Les maires ont été souvent les grands absents de cette campagne présidentielle. On les a peu entendus, alors que c'est eux qui ont choisi qui seraient les candidats. Donc j'en profite de cette occasion pour les remercier, pour ceux qui ont parrainé le candidat Jacques Cheminade, donc, qui a pu présenter son combat contre l'occupation financière au cours de ces 5 dernières semaines. Donc une question qui a beaucoup été demandée à Jacques Cheminade, c'est qu'est-ce qu'il fait entre les campagnes présidentielles. Vous avez dû voir ça dans les médias. Et donc cette réunion fait suite à une réunion qu'il avait déjà organisée à Hartswiller, non loin d'ici, donc en 2013 déjà, où justement des maires s'étaient réunis pour signer un appel de mobilisation sur les sujets fondamentaux. Et la grande question qui avait été discutée à l'époque, c'était quel avenir pour nos enfants et nos petits-enfants et au-delà pour l'humanité. Donc la déclaration d'Hartswiller avait été signée par beaucoup de maires français, même des maires allemands étaient venus également, puisque c'était le cœur de l'Europe. Donc cette réunion aujourd'hui privée de travail, c'est la continuation de ce dialogue constant que M. Cheminade a engagé avec les maires depuis déjà bien des années, pour défendre la ruralité, qui est également une des premières victimes de la dictature financière qu'il a dénoncée dans cette campagne. Donc je ne vais pas en dire plus, donc on proposera aux maires présents de signer une nouvelle déclaration d'Hartswiller que je vous lirai à la fin. Mais en attendant, on va laisser la parole au candidat, M. Jacques Cheminade, pour introduire la réunion et ensuite engager un dialogue direct avec les maires ici présents qui se présenteront eux-mêmes à ce moment-là. Merci à vous tous. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui ont pris la décision de venir pour poursuivre ce dialogue que nous avons entamé dans la campagne et pour certains depuis plus longtemps. Je remercie tous ceux parmi vous qui m'ont permis de prendre la parole dans cette campagne. Vous savez, Tocqueville disait, c'est dans les communes qu'est la force des peuples libres. Et je crois que vous l'avez manifesté de cette façon, comme on le voulait à l'origine des règles présidant à l'organisation de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, je suis venu pour vous écouter, pour vous entendre, et entendre ce que vous avez à nous dire sur la loi NOTRe, sur la désertification rurale, sur le débit et le très haut débit, les zones blanches, aussi les efforts à faire en matière médicale. Je m'efforcerai de reprendre dans un projet qui ne s'arrête pas avec ce que j'ai écrit aujourd'hui, mais qui continuera à l'avenir, de reprendre ce dialogue, mais en lui donnant une forme d'influence et d'effort. Alors, ce dialogue, nous l'avons entamé depuis longtemps, et nous avons voulu faire émerger une résistance nationale et européenne aux politiques d'austérité, qui se répercutent, bien entendu, dans nos territoires. C'est pour cela que nous avons organisé d'abord cette rencontre d'Hartswiller le 10 août 2013, suivie d'une seconde d'ailleurs avec Eugène à Chamouillet, avec des élus français et allemands, pour dire qu'on a un intérêt commun à faire une véritable Europe, une véritable amitié franco-allemande qui combatte cette austérité sociale et financière et en même temps l'abandon des territoires. Et c'est notre responsabilité, à nous autres Européens, de préparer en coopérant le monde de demain. Il est symbolique que ce soit en Alsace et aussi en Lorraine que se noue cette coopération. Je pense que là, on a un cœur de ce que doit être la véritable Europe de demain et pas la caricature qu'on en a aujourd'hui. Alors, comme Sébastien Périmoni vous l'a dit, nous allons examiner ensemble et voir comment nous pouvons la signer, une seconde déclaration d'Hartswiller, qu'ensuite verront des maires, pas seulement allemands, mais aussi espagnols et italiens. Et puis on essaiera d'étendre cette chose, cet appel à toute l'Europe. En juillet 2012, nous avons lancé un appel à ce qu'on appelle un Glass-Steagall global, c'est-à-dire à couper les banques en deux et à séparer les banques de crédit et de dépôt qui doivent servir l'économie et les déposants de la section des banques qui investit dans les marchés financiers et spécule. Alors,
À l'époque, comme je l'ai dit dans cette campagne, j'ai rencontré à plusieurs reprises Emmanuel Macron à l'Élysée. Il a jugé au départ que c'était une chose importante, puis progressivement, lui et François Hollande ont décidé de ne pas faire cette réforme et de céder devant les banques. Cela a plombé toute la présidence de François Hollande, mais sans doute favorisé la campagne d'Emmanuel Macron aujourd'hui, à qui ces banques ont renvoyé l'ascenseur. Alors nous nous sommes battus pour ce Glass-Steagall global, cette séparation bancaire, cette vraie séparation bancaire, parce que Hollande en a fait une, mais c'était une fausse. Donc, et nous avons dans le monde une évolution dans ce sens qui va plus vite qu'en France. On a aux États-Unis, au programme des deux partis, cette séparation bancaire. Trump a dit qu'il la ferait. Je pense qu'aucun n'est déterminé à la faire et qu'il faut une pression à la fois aux États-Unis et ici dans le monde, et en France, pour que quelque chose se passe, soit aux États-Unis, soit en France, soit en Allemagne, soit quelque part dans le monde. Et il faut bien que ça commence quelque part. Je suis français et je voudrais bien que ça commence en France. Pour l'instant, ça n'apprend pas la direction, puisqu'il m'a été dit plusieurs reprises par des journalistes, vous êtes le seul qui parle de cette question financière en allant au fond des choses, d'autres en parlent, mais en surface, et ce n'est plus à la mode. Ce n'est pas une question de mode, c'est une question d'urgence pour le monde, de remettre l'argent au service du travail, au service de nos enfants et petits-enfants, au service du futur, au service de l'agriculture, de l'industrie, de l'école, de l'hôpital, des laboratoires, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et pas au service de spéculation financière pour entretenir un système qui, aujourd'hui, est en train même de se détruire lui-même. Alors, en France, 41 communes, 2 départements et 1 région ont voté un vœu pour une réforme bancaire. C'était à la mi-2013, en juillet, où la séparation stricte des banques était clairement présentée. Alors, cela reste, c'est un document de référence. Nous avons des gens importants, comme le président de Proxinvest, qui est une société financière chargée de vérifier ce que font les banques et les sociétés de leurs actionnaires. Alors Pierre-Henri Leroy, que je connais depuis longtemps, a pris parti publiquement pour moi en disant que lui avait été favorable à la séparation bancaire, à l'unification des banques, à tout ce que la même banque fasse les spéculations financières, les dépôts, les crédits, tout sous le même toit. Et il croyait que ça amènerait de l'argent à la banque, donc à la société dans l'économie. Et il a dit, c'est Jacques Cheminade, que j'ai connu il y a longtemps à New York, qui m'a éclairé, et j'ai vu grâce à lui que ce n'était pas dans l'intérêt ni du pays, ni des gens qui ont déposé de l'argent dans les banques, ni des actionnaires. Donc maintenant, je peux déclarer que je soutiens ce qu'il fait et sa démarche. Alors c'est intéressant parce qu'il y a de plus en plus, et vous l'avez peut-être vu hier soir, de plus en plus de gens qui écoutent. Quand je dis ce que j'ai eu à dire hier soir, dans d'autres circonstances, le journaliste m'aurait coupé et aurait été particulièrement désagréable. Là, ils n'ont été qu'un peu désagréables. Donc il y a du progrès de ce point de vue-là. Et je pense que dans cette campagne, nous avons entrouvert une porte. Ça ne s'exprimera peut-être pas en nombre de voix, mais on écoute, oui, absolument. Et il y a encore beaucoup de gens qui disent « je vais quand même voter utile ». Mais avant, ils votaient utile. Maintenant, ils disent « je vais quand même voter utile ». Et ce que vous avez dit est très intéressant. Donc, pensez, comme ils font souvent les journalistes, pensez qu'on est en 2019. À ce moment-là, la crise financière aura éclaté et les gens se retourneront vers ceux qui, depuis longtemps, l'ont annoncé. J'avais annoncé en 1995 celle de 2008-2009. Maintenant, on peut annoncer qu'il y a une autre crise qui vient. Elle sera encore plus dure, donc nous devons y être prêts. Et nous devons y être prêts aussi au niveau de ce qui se passe dans nos communes, dans nos départements, dans nos régions. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis venu vous écouter pour voir comment on peut perfectionner, rendre meilleur le document qu'on avait rédigé, la partie de notre campagne avec ce document que vous avez ici, qui est sur les collectivités territoriales, arrêtons le démantèlement de la démocratie participative. Donc, comment nous pouvons revenir à une France qui intègre, qui développe, et pas à une France où peu à peu les territoires perdent leur capacité d'intervenir
et par conséquent, il y a une tendance à la perte de l'autonomie et des décisions sur ce qui est essentiel et qui peut être fait au niveau de la commune ou du département. Donc, je suis venu vous écouter, écouter votre réflexion, et je vous assure que ceux qui sont ici feront quelque chose de ce que vous direz. Donc voilà, je vous écoute. Présente, donc je suis M. Firdion, je suis le maire de la commune de Gunzwiller. Voilà. Donc c'est un honneur d'accueillir M. Cheminade, comme j'ai dit. Première chose qui me préoccupe un petit peu pour la commune, c'est que je pense qu'on va bientôt être, dans les communes, les maires vont être le bureau des réclamations. Oui, c'est ce qui se passe. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, c'est au maire d'intervenir. C'est un peu ce que je ressens, parce que des compétences, on en a encore, mais de moins en moins. On n'a que les compétences là où il y a des problèmes. On nous enlève l'eau, on n'est pas eu, on est au syndicat des eaux. L'assainissement, on n'a pas encore fait, on est très en retard dans notre village. Qu'est-ce que j'ai encore? Il y a encore la compétence... on va nous enlever, dans l'urbanisme, on va aussi nous l'enlever, mais comme on n'a pas de carte communale dans les villages, on va rester au simple urbanisme, donc c'est encore nous qui décidons. Il y a oui, on n'a pas de PLU ici, donc commune nouvelle, non, on est associé avec la commune d'à côté, ce qui est la commune d'Arzwiller, on est attaché, donc on a un civum entre les deux communes. Bientôt, on n'aura plus donc on ne gérera plus l'assainissement, on ne gérera plus l'eau, voilà, on ne gérera plus grand-chose que les problèmes, voilà. C'est la première chose que j'ai à dire. Je passe la parole à Jean-Luc. Les problèmes et avec moins de moyens financiers, dotations, oui, etc. Évidemment, les dotations ont diminué. Bon, ce n'est pas encore des grandes sommes sur les... ce que je regrette aussi au niveau des petites communes, c'est quand on a un projet, on est toujours obligé, disons, de mendier auprès de des députés, des sénateurs, pour qu'on ait plus de sous. Ça, c'est la grosse chose. Alors moi, je trouve qu'on devrait avoir une certaine somme à notre disposition, soit par le département ou par la région, pour qu'on ne soit pas obligé de mendier chaque fois pour avoir le financement. Autrement, on essaye de gérer la commune, on peut encore gérer assez... Je dirais que ça va encore. Pour le moment, on n'a pas encore d'emprunt dans la commune. Donc la diminution qui est quand même minime, minime 10% quand même, de moins. Voilà, c'est sûr que pour une ville, c'est très important. Investissements, on les fait dans la mesure de nos moyens, quand il faut pouvoir rembourser. Voilà, c'est toujours le même problème. Donc on peut encore investir, je parle pour ma commune. Et vous n'empruntez pas auprès des banques? Pour le moment, on n'a pas emprunté auprès des banques. Voilà. On a un projet là qu'on va commencer cette année, c'est la transformation d'une ancienne école en 2 logements. Là, je crois qu'on est obligé de faire un petit emprunt. Voilà. Mais qui sera possible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Donc, Jean-Luc. Donc, je suis le maire de Dané-Quatre-Vents, un village situé entre Phalsbourg et Saverne, à l'extrémité du département de la Moselle. Donc, village de pratiquement 700 habitants. Et comme l'a signalé Yvon, je regrette un peu que tous les 11 candidats n'ont pas trop abordé le sujet des communes. Dans tous les débats que j'ai suivis, il était rarement question des communes, donc je pense que tous les candidats sont d'accord avec la loi NOTRe, plus ou moins. Et comme l'a dit Yvon, pour les emprunts ou pour tous les travaux qu'on va faire, tous les projets, on a toujours un délai entre les demandes de subventions. Il faut toujours attendre la notification, ce qui prend un temps énorme, et les projets sont repoussés d'année en année, et les subventions ne sont pas accordées, repoussées d'une année, et ainsi de suite. Donc c'est ce genre de problème qu'on rencontre. Et quand on veut effectivement réaliser un projet, il y a toutes les autres règles qui nous barrent la route, que ce soit pour la sécurité, pour
disons, accessibilité et ainsi de suite. Donc on fait venir des bureaux de contrôle, on fait venir toutes les personnes concernées. On en rencontre 4 pour un projet et chaque personne nous dit autre chose. À un moment donné, on ne sait presque plus quoi faire. Et voilà, donc en gros, quelques gros soucis qu'on rencontre. Et puis par rapport aux élections, c'est toujours les petites communes, nous les élus, on tient les postes. Par exemple, le dimanche, ce sont les élus du conseil municipal qui tiennent le poste. Dans les villes, c'est le personnel communal qui fait ce boulot. Les élus des grandes villes, on les voit que sur les photos quand ils sont en train d'élire, en train de voter, pardon. Et le lundi, le personnel communal qui a tenu le poste, ils ont un jour de congé. Et après, ils nous annoncent que la subvention de l'État qui leur est versée ne suffit pas. Quand j'entends ce genre de discours, ça me rend hors de moi. Alors que nous, on fait tout bénévolement. Et dans les grandes villes, ils veulent toujours être subventionnés. Et nous, dans les petites villes, dans les petites communes, ben voilà. Simplement pour vous dire, moi, de ce que j'ai pu recenser, il y a 3 candidats, alors on peut penser ce qu'on veut de l'ensemble de leurs idées, mais qui ont dit qu'ils aboliraient la loi NOTRe et la loi MAPTAM, la loi de métropole, et qui redessineraient les régions parce que celles-ci ont été conçues dans des bureaux parisiens pour des raisons politiques et idéologiques. Alors, ces 3 candidats, c'était Lassalle qui l'a dit, c'est Asselineau et moi-même. Nathalie Arthaud aussi l'a dit à sa façon. Donc vous avez les 5 grands candidats, non, pas du tout. Oui, donc je suis Jean-Jacques Reibel, maire de Homert, une petite commune de 350 habitants, un peu montagnarde. Alors nous, on rencontre exactement les mêmes problèmes que nos voisins consulaires ou dans les 80, que ce soit, je pense, dans toute la région. Homert, on est un peu planté sur une côte, donc on est un peu en montagne. Et là, j'ai appris récemment encore que notre commune n'est pas recevable. Donc nous, pour l'assainissement, donc on n'aura que 30%. Donc la communauté de communes a décidé de laisser tomber. Alors qu'on a on peut dire des trous où l'eau s'écoule sur 3 places où vous pourriez construire une maison dedans. Tellement que c'est gros. Hein. Ah ben non. Ils ont jugé qu'on n'était pas prioritaire. Alors je trouve ça scandaleux. Scandaleux. Je crois qu'on est la seule commune montagnarde dans le coin à ne pas être prioritaire. Voilà, bon. Qu'est-ce qui se passe encore? On a avec Homert et Harberg, notre commune voisine, on a un syndicat des eaux. C'est nous qui s'occupons de la gestion de tout ça. On fait le nettoyage et tout, comme ce soir on va le faire. Eh ben, en 2020, on va nous le prendre. Voilà. Pour les subventions départementales, on a fait une demande de subvention, ça fait 1 an, pour refaire le toit de notre salle des fêtes. Eh ben, aujourd'hui encore, on attend la réponse. Toujours rien. Alors bon, c'est comme Yvon il disait avant d'ici 2020, je pense qu'on n'aura plus qu'à gérer les aboiements des chiens ou l'église qui sonne trop tôt. Voilà, les heures, voilà. Et puis, c'est malheureux, mais et tous nos grands élus, ils s'en foutent de nos petites communes. Ils n'en ont rien à foutre. Moi, c'est Jean-Marie Manjambe, maire de Varmonzet, très très petite commune des Vosges, 29 habitants. Oui. Enfin, ce que je regrette aux dernières élections, c'est que le nombre de conseillers a baissé dans les communes de moins de 100 habitants. De 9, on est passé à 7. Mais le jour des élections, pour les tours de scrutin, de garde du scrutin, comment ça se passe? On fait des heures. Ça, on n'a pas vu la chose.
Bon. Et puis les communautés de communes ont fait des communautés grandioses qui n'ont pu... Nous, on est complètement largués dans ces choses-là, parce que, étant petite commune, donc le président, c'est systématiquement le maire de la grosse commune. Ça, c'est... Enfin, ce qui se passe dans notre secteur, je pense que c'est à beaucoup d'endroits pareil. C'est pas que je revendique la place, bien au contraire, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des compétences. Et puis, dire que ça fera des économies, c'est totalement faux. On embauche à tour de bras pour faire du fonctionnement. Et puis, il y a aussi les regroupements de communes, les communes nouvelles, voilà. À certains endroits de France, enfin vers la Normandie, j'ai vu ça, je suis allé faire un tour là-bas, il y a Mairie Conseil qui conseille fortement de se regrouper. Alors les gens se regroupent, ne savent pas pourquoi, mais ils se regroupent. Mais il n'y a pas de marche arrière, pas l'oublier. Et 6 mois après, ils le regrettent déjà. Mais ils sont engagés. Et les grandes régions, alors là, n'en parlons pas. C'est grandiose, on ne fera jamais d'économie. C'est un leurre. On nous dit de nous rassembler, mais comme tout le monde se rassemble, on court après quelque chose qu'on n'aura jamais. Hein? Les gros se rassemblent, les petits se rassemblent, on est toujours petits, il ne faut pas se leurrer. Bon, pour les dotations, bon, c'est vrai que c'est environ 10% de moins. Bon, je ne me plains pas trop pour ma commune. On n'est pas gros, on n'a pas trop de besoins, ça se passe pas mal. Bonjour tout le monde. C'est quand Jean-Marie, maire de l'Outrefin. Je vais partir du canton de Château-Salins, donc le Saulnois. Donc une question que tous les candidats ils oublient, c'est nous qui nous prédit toujours la loi NOTRe. Donc c'est la loi NOTRe, elle doit être effacée une fois pour tout, parce que c'est quand même les maires de chaque village qui, plus ou moins, qui font tout le boulot. S'il y a une ampoule à changer dans une école, c'est bien le maire qui va le changer. Il n'y a personne d'autre. Et ce n'est pas la Comcom qui va faire élire une entreprise. Voilà. Et c'est un coût financier supplémentaire. Ce que je voudrais dire, c'est au sujet des Comcom. Nous, le Saulnois, on est 128 communes. Pour moi, c'est quelque chose d'aberrant, parce qu'à aucun moment, on a un dialogue. Comment voulez-vous gérer avec 128 communes? Il y a 148 délégués, je ne comprends pas. Et à Sarrebourg, je suis du côté de Sarrebourg, d'origine, ce que je veux dire, et maintenant on a recoupé encore une sacrée Comcom à Sarrebourg, la Comcom de Fénétrange et Sarrebourg. Mais je me demande où on va, on veut faire des économies, et je ne crois pas, il n'y a pas des économies quand je vois la Comcom du Saulnois qui embauche actuellement 80 personnes. Croyez-moi, les taxes, ils sont pas de moins mises. Hein. C'est tous les ans, il y a au moins 3 ou 4% d'augmentation. Donc sur ça, tous les candidats en parlent, mais il faut peut-être se pencher sur ça aussi, sur tous les problèmes de la sécurité. Si on demande quelque chose, comme Yvon il a dit, on se fait refouler, et après, oui, c'est la responsabilité du maire ou de la commune. Bon, je veux prendre la responsabilité, mais à un moment, ça suffit. Et pour dire, Monsieur Geminat, vous avez tout à fait raison, il faut une fois abréger une fois pour tout la règle des banquiers. C'est eux qui nous assassinent, c'est eux qui nous commandent, et à la fin, il faut qu'on mette à terme à tout ça. Vous avez tout à fait raison, et je crois que c'est là que les petits candidats, ils ont tout leur raison à être. Voilà, merci. Eugène Pérez, maire d'un village rural chamouillé, dans le 52, Haute-Marne, en Champagne-Ardenne, là où se situe la boiserie du général de Gaulle, tant visité. Derrière, on parle tous de la loi NOTRe, de toutes les compétences qu'on perd, on les perd, sur la loi NOTRe.
La loi NOTRe, c'est les compétences, on en a parlé, l'eau et l'assainissement. Et l'eau et l'assainissement, on les perd en 2018, voire 2020, pour certains. Je trouve ça aberrant. Pourquoi vous le disiez tous, on est bénévoles. Tous les élus de zone rurale sont des bénévoles. Ça coûte que dalle aux citoyens que nous sommes. Et ça, c'est important. Là, on nous augmente. Le prix, c'est 3 à 4 fois. C'est les entreprises privées qui viennent. Et là, c'est une honte. 2. Sur l'hydraulique, on entretenait nos rivières. Ça coûtait moins cher que maintenant. Maintenant, c'est les syndicats qui vont le gérer. Double compétence, triple compétence. Où on va? Je vois les régions qu'on a faites. Elles coûtent combien? On décentralise. On remet des antennes de 20, 80 employés. Ça coûte combien? C'est une honte. Moi, je le dis, c'est une honte. On fait payer à nos citoyens ce que la finance veut ramasser. On détruit nos collectivités. Nos collectivités, je regarde, les OM, les ordures ménagères, elles étaient sur la ROM, la redevance. Chez moi, elle est passée en taxe. La TOM. La TOM, c'est sur la valeur locative d'une maison, sur le foncier bâti. Et là-dessus, j'ai des gens qui payaient 86 € à la ROM, à la TOM, ils payent 250 €. Une personne. Alors qu'en zone rurale, vous le savez bien, qu'est-ce qui se passe? C'est des personnes âgées qui habitent, ou des célibataires. On est en train de nous désherber, de nous enlever nos vies en collectivité, qui fait plus de 40% par lissage. Vous vous rendez compte? Les petites entreprises que certains ont, qui travaillent des heures et des heures, ils assainissent par des taxes. Une honte. Les impôts qui vont augmenter, elles augmentent sans arrêt. On perd de la DGF. La DGF, moi je vois, j'avais plus de 100 000 € moi, en 2012. J'ai plus que 8 000 €. Si vous calculez, l'État m'en a enlevé, si vous calculez le nombre, l'argent que ça fait, sur ma commune, c'est plus de 450 000 €. Des entreprises, un tiers de leur personnel dans le bâtiment, vous le savez, perdre du travail dans mon secteur. Elles licencient, elles n'ont plus. C'est vrai par rapport à la taxe professionnelle, on redonnait à ceux qui travaillaient autour de nous. On est bien d'accord? Derrière, on les perd. C'est une honte. La loi Allure, on n'en a pas parlé. En Haute-Marne, on n'a plus le droit de construire dans les zones rurales. Plus le droit, juste à l'agglomération. Mais quelle honte! On ne pourrait pas vivre ensemble comme des frères et non comme des fous qu'on est là en ce moment, par la finance. Moi, je trouve ça aberrant. On se pose la question, dans notre pays, si on a assez de communes. Eh ben non, on n'en a pas assez. 36 650 communes, c'est le joyau de notre pays. On est en train de se faire démanteler par l'Europe, par les lobbies, par la finance. Ils sanglotent tout le monde. La France, dans nos collectivités, c'est là où on a le plus d'impôts. C'est une honte. Moi, je le dis. Nos collectivités payent ce que les autres ont fait en 45 ans, cette dette. Vous vous rendez compte ce qu'on paie? Ce que le contribuable paie derrière? Moi, je défends ça. Moi, je défends. On peut faire des choses, et des choses merveilleuses, tout en étant des bénévoles dans les collectivités que nous sommes, parce qu'on parle de changement d'ampoule. Quand il y a une voisine qui a un malaise, on est là. Quand il y a le lavabo qui est bouché, on est là. Quand il y a l'assainissement qui est pas bon, on est là. Quand il pleut, qu'il faut rallumer l'éclairage public, on est là. Et les autres, ils vont pas le faire. Dans 3, 4 jours, 5 jours, l'entreprise viendra. Et on viendra frapper? C'est bien nous. On se fait frapper de partout. Le petit élu que nous sommes, on se fait frapper. Ça, c'est une honte. Et les élus, Sgaris, comme on disait tout à l'heure, il est là sur le journal, mais le lendemain, il y a des services. Eux, ils ont les services. Nous, on n'a pas forcément tous les services. On nous met en place aussi le PCS, le plan de sauvegarde communal, pour ceux qui sont en zone inondable, le PPRI. Derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui allons faire.
C'est nous qui allons faire s'il y a un problème. Moi, je l'ai fait plusieurs fois dans mon village. 2, 3 heures, 4 heures du matin, 5 heures, pour relever des gens qui étaient en situation d'inondation. Et on se fait même agresser ce jour-là, oui. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont inondés, qu'ils ont acheté une maison en zone inondable. Donc ils se demandent, c'est de la faute du maire. Il faut détourner les rivières. Eh oui. Les gens ne comprennent plus. Donc derrière, il faut revenir à quelque chose de plus humain, à des valeurs humaines, de faire ce Glass-Steagall Act, de couper les banques en deux, banque de dépôt, banque de crédit d'un côté, et ceux qui veulent spéculer, ils spéculent. Mais ils ne vont pas prendre l'argent du contribuable, mais aussi l'argent des collectivités. Ils prennent l'argent de tout. Nos services publics ne sont plus là, grâce à la loi NOTRe. Vous le savez, les hôpitaux publics, la santé publique. On n'en a plus. On est en train de les tuer. Je vois à Vitry-le-François, qui est en Marne, l'hôpital est en train de fermer. À Saint-Dizier, il y a des problèmes. Partout en France, il y a des problèmes dans le service public. C'est quand même dans nos zones rurales. On parlait des médecins. Les médecins, il y en a de moins en moins. Quand on demande aux médecins, c'est des médecins étrangers. On fait par un diagnostic, vous le savez, dans les agglos, on fait un diagnostic et après on demande à un bureau d'études de nous trouver un médecin. Et les médecins viennent d'où? Des pays de l'Est. Qu'est-ce qu'on leur donne? Dans la Comcom où j'étais, maison, vêtements, meubles. On les couvre pour qu'ils restent dans les zones rurales. Parce qu'il n'y a pas de médecins. Il y a de moins en moins de médecins. On n'a plus qu'un médecin pour je ne sais plus combien d'habitants. Vous vous rendez compte la honte qu'on a là? De ces élus là, de ces grands électeurs qui font quoi? Ils sont en train de... On parlait de phyto, on peut parler de phyto. Ils sont en train de tout désherber. Où on est, nous? Qui on est? Quel peuple on représente? Quelle nation on est? Est-ce qu'on est encore une nation? Je me demande. J'arrêterai là parce qu'on pourra en dire des tonnes. Bon, moi j'ai plein de questions à vous poser. Non, la première, c'est ce que disent les journalistes parisiens. Ils disent: vous n'allez jamais me faire croire que vous avez pu expliquer à des petits maires que ce qui se passe dans le monde et ce que vous analysez a des effets chez eux. Ils ne peuvent pas être capables de le comprendre. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce jugement des journalistes parisiens? Des gens qui ne comprennent rien à rien. Pour eux, nous, dans un petit village, à Paris, ça n'existe pas. Et puis, qu'est-ce qu'ils font dans un petit village? Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien à faire. Mais on nous pompe quand même le fric. C'est ça le problème. Et à Paris, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont fait un redécoupage. On ne nous a jamais posé la question, comme nous, on est maintenant près de la commune de Phalsbourg et de la commune de Saour, on est juste à la limite. On ne nous a jamais posé la question de quel côté que vous voulez aller. On a décidé, nous on a décidé, mais eux, ah ben non, c'est pas comme ce que vous avez décidé, c'est nous qui décidons, c'est le préfet qui décide. C'est honteux, honteux ce qui se passe en France. Les électeurs, les grands électeurs ou de la région parisienne, ils veulent comparer les petits villages avec leur fonctionnement. Ça, c'est pas possible. C'est pas le même fonctionnement dans la ruralité comparé à la région parisienne. Je crois que ce que vous ajoutez est très intéressant parce qu'il y a évidemment le système financier qui est du profit immédiat, qui ne voit plus l'avenir et qui serre la ceinture partout où il peut. Mais il y a autre chose. C'est une absence d'attention à ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est assez nouveau. Ça date d'il y a une quinzaine d'années. Et c'est même dans la région parisienne. J'ai été au Havre et les gens qui gèrent le port du Havre savent très bien que si on veut résister contre Anvers et Rotterdam, il faut que le Havre communique avec Rouen et Paris. En plus, on trace le canal de la Seine-Nord, qui est utile et nécessaire,
mais qui, si quelque chose n'était pas fait entre Le Havre et Paris, créerait les conditions où Le Havre serait pratiquement inexistant. Alors comment faire? Il faut faire une communication rapide, en particulier pour les conteneurs, entre Le Havre et Paris. Pour cela, il faudrait un plan où on prend en compte les considérations des gens qui sont le long de ce corridor. Il faudrait transporter les conteneurs par les voies ferrées qui existent, qui ne sont pas en très bon état, mais suffisamment bonnes pour transformer les conteneurs et pas les passagers, et faire une voie nouvelle très rapide pour les passagers. Alors nous, on proposait l'aérotrain de Bertin, d'autres peuvent proposer autre chose, mais il faut une voie très rapide. Ben non, ça ne se fait pas, parce que voilà, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas l'argent, et surtout, on n'écoute pas les gens qui sont le long de l'axe. Donc on pense ou Le Havre et Paris, et on ne pense pas à ce qu'il y a entre. Donc je crois que c'est quelque chose de très nouveau, qui est le démembrement de la France, dans lequel on voit ceux qui sont dans les métropoles et qui siphonnent les compétences, le plus souvent. Après, il y a autour les banlieues, où les gens ont l'impression qu'on leur aussi, là aussi, comme vous, qu'on leur balance des choses et que ce n'est pas de leur responsabilité, qu'on ne leur donne pas les moyens financiers, les moyens humains de se prendre en main. Après, il y a la France du périurbain, donc les gens qui travaillent, je les ai vus à Auxerre, je les ai vus à Dreux, je les ai vus à Sens, qui travaillent à, disons, entre 60 et 200 km de Paris, qui vont tous les jours, 4 heures dans les transports en commun, le train et le reste, et encore 2 heures à l'aller, 2 heures au retour, 7 fois pas plus. Ces gens ont perdu complètement le sens de la vie sociale, très souvent. Puis, vous avez les petites villes, puis vous avez la ruralité. Et j'ai l'impression que tout ça est désintégré, et que l'urgence, en même temps, de combattre ce que j'appelle l'occupation financière, c'est la combattant de recréer l'unité de notre territoire, qui maintenant est en train d'être perdu, qu'on laisse tomber, et qu'on laisse tomber parce que en haut, on a des compromis, y compris passant par qui contrôle la presse en France. Donc on a un compromis avec tout un milieu qui, moi j'appelle ça un peu une sieste incestueuse, qui est en haut, et puis à la base, des gens qu'on n'écoute pas. Et je pense que notre pays se désintégrera d'une façon ou de l'autre. C'est pour ça que beaucoup de gens votent pour les extrêmes, parce qu'ils en ont assez, et c'est leur façon d'exprimer, il y en a assez. Donc comment les ramener à quelque chose qui permette de réintégrer notre pays et en faire vraiment un pays où les gens se sentent solidaires les uns vis-à-vis des autres, et où liberté, égalité, fraternité, c'est pas seulement quelque chose inscrit sur le fronton des mairies et qu'on ne considère plus dans la vie concrète, dans la vie quotidienne. Parce que vous avez des tas de choses inscrites dans le préambule de la Constitution, qu'on a négociées, qu'on a ratifiées, qu'on a votées, et que finalement, on considère comme presque un décor, et pas une réalité. Et quelle est votre idée pour réintégrer ces choses et l'influence, avec tout ce que vous avez dit, vous pouvez exercer pour que ça remonte? Également une question par rapport aux fonctionnaires qui mettent toutes ces lois en place. Il y a des petits chefs qui se permettent souvent pas mal de choses, parce que je peux vous citer quelques exemples. Comme je suis à l'extrémité du département, donc on a souvent à voir avec l'Alsace. Hein. Par exemple pour le déneigement ou pour le fauchage des bas-côtés. Donc le camion qui fait le déneigement en venant du Bas-Rhin, donc à l'entrée de mon village, il lève la pelle parce qu'il est arrivé en Moselle, et c'est véridique. Hein. Il vient jusqu'à la place de la mairie qui est au milieu du village pour faire demi-tour, pour repartir vers l'Alsace, et dès qu'il a franchi la limite, le panneau Alsace, il rebaisse la lame pour le déneigement. Et quand on prend l'inverse, les gars qui viennent faucher les bas-côtés du côté mosellan, dès qu'ils arrivent à la limite de l'Alsace, pareil, ils lèvent le couteau pour faucher et ils vont faire demi-tour en Alsace. Donc on n'est pas capable, entre la Moselle et le Bas-Rhin, de se mettre d'accord pour que le Bas-Rhin, par exemple, il va déneiger jusque dans notre village ou même jusqu'à Falsbourg. Et l'inverse, ils iraient faucher jusqu'à l'endroit où ils font demi-tour. Alors comment voulez-vous créer des grandes communautés de communes
et même des grandes, ultra grandes régions. Expliquez-moi ça. Alors, on ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer de ce que vous dites, parce que alors qu'on dit qu'on fait tomber les frontières en Europe, il y a la frontière toujours entre la Moselle et le Bas-Rhin. Ça, c'est l'absurdité du monde dans lequel on vit Pourtant, on aujourd'hui. est dans le Grand Est. C'est la vérité. Et pourtant, on est dans le Grand Est. D'ailleurs, les Alsaciens, les Barinois, les Haut-Rhinois ne voulaient pas venir dans cette grande région. Voilà, et qui inclut la Champagne. Voilà. Et l'Ardenne aussi. Oui, Champagne-Ardenne. Pardon. Alors, pour donner de l'attractivité dans nos zones rurales, pour refaire renaître nos zones rurales, je pense qu'il y a un axe, et on l'a peut-être pas sous-évalué, c'est l'économie. Quand il y a de l'économie, tout refleurit. Nos industries sont parties. Et là, on n'a plus beaucoup de personnel, d'habitants sur nos villages. On en perd de plus en plus. Derrière, si on remet l'économie en place et qu'on aide les entreprises à s'installer sur les secteurs, il y a des richesses et il y a du savoir-faire qui sont partis. Moi, je parle des forges sur mon secteur, de la métallurgie, mais il faut relancer l'économie. Il faut que les banques, au lieu de spéculer, qu'elles redonnent à la population, mais aux entreprises, cette aide financière pour pouvoir créer. Et je pense qu'on doit aussi, dans nos zones rurales, on est en perdition d'écoles. Il y a de moins en moins d'écoles dans nos zones rurales. Et derrière, il faut refaire revivre ce bassin avec l'école de la République, comment on vit ensemble, les bonnes valeurs qu'on disait. Mais derrière, la culture, la science, faire partager. On a le numérique, l'intranet. On peut faire avec tous ces outils. On n'est pas des arriérés en zone rurale. Je pense pas. On a chacun notre patois, mais on se comprend. Et ça, c'est formidable. Et c'est riche. Et c'est riche en valeur. Des écoles pour un élève. Oui, on ferme une école Il y pour... a des communes voisines qui se battent parce qu'il leur manque un élève. Simplement parce qu'une famille déménage, ça met tout par terre. Ce qui est absurde. Alors, je voulais vous poser une question. Ce que je propose, j'en ai discuté avec des gens, notamment en Bretagne, c'est le crédit impôt région. C'est-à-dire de dire, si vous investissez dans votre région, vous aurez un crédit d'impôt important, ce qui permettrait de sortir l'argent de l'assurance vie et de le ramener dans l'investissement au niveau de la région, d'ailleurs, ou des départements. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut aider? Sur le crédit impôt région, si on aide les gens à... On a, c'est vrai, sur les maisons, je parle de réglementation. Si on réinvestit de l'argent sur nos départements, sur nos zones rurales, même à travers l'assurance vie, je vois les livrets A ne fonctionnent plus, ils sont à 0,5. Donc de remettre une dynamique là-dessus et que les gens réinvestissent. S'ils sont, comme on le dit, gagnant-gagnant, je pense qu'ils le feront. Mais ils le feront honnêtement on peut parler de l'ANA, etc. Et puis des seuils aussi peut-être à réévaluer. On est toujours sur des seuils minimums, mais il y a des gens qui peuvent investir sur le secteur, sur l'habitat, mais aussi sur l'entreprise. Si on a des crédits d'impôt sur l'entreprise, sur l'économie, parce qu'à travers l'habitat, on peut créer aussi une économie. Une économie, on voit des maisons qui ont 30, 40, 50 ans. Si on peut les réisoler et redonner une dynamique là-dessus, on peut gagner en énergie. Mais derrière aussi, sur les entreprises, si elles s'installent et qu'on les aide aussi à se construire, parce qu'un chef d'entreprise d'une PME, TPE, etc., est souvent seul. Si on l'accompagne, qu'on soit tuteur aussi avec lui, qu'on l'écoute, je pense qu'à un moment donné, il a des partenaires. Et ça, c'est important d'avoir des partenaires autour de soi. Et je dirais même une chose, pour que la zone rurale puisse renaître sur l'économie, il faudrait que, à la faculté, comme la médecine, etc., on ait des maîtres, des tuteurs dans nos entreprises qui prennent en charge des ingénieurs ou d'autres qualifiés, et qu'on ait aussi des centres intranet pour former des jeunes par un maître de stage qui donne des cours, par exemple ici, et avec des élèves,
Et puis derrière, ils ont des entreprises où ils peuvent travailler. À un moment donné, je pense qu'on peut enraciner, mettre une plante sur nos secteurs pour travailler ensemble. Et le crédit d'impôt peut aussi, ce qu'on parlait là, le crédit d'impôt région, pourrait aussi aider à mettre en place quelqu'un, le pied à l'étrier. Alors, c'est ce qui se passe un peu dans d'autres conditions, mais c'est quand même ce qui se passe un peu en fonction de ce qu'on vient de discuter, en Suisse, où l'apprentissage, le tutorat et le partenariat avec les petites et moyennes entreprises fait qu'il y a des industries de pointe, certaines travaillant même avec la NASA en Suisse, qui sont dans l'espace rural. Est-ce que ça vous paraît propre à la Suisse ou est-ce qu'on pourrait aussi voir ça en France? On le voyait dans le Jura, beaucoup de ces entreprises sont parties. Le Jura, c'est le plus proche de l'esprit du travail en Suisse. Alors, je ne sais pas si on pourrait recréer cet esprit ici. Je crois que dans ta commune, tu as fait des efforts pour ça. Dans ma commune, on a fait des efforts sur l'économie. C'est pas facile. On a eu, je l'ai dit, en 2010, une entreprise qui est fermée, qui a été retrouvée par différents acteurs locaux. Derrière, elle reprend, elle renaît de ses cendres. Moi, je pense qu'il faut aussi, par rapport à l'entreprise, c'est dans l'accompagnement, le tutorat comme en Suisse qui se fait, on a eu ça et on l'a connu, c'est l'apprentissage. Et l'apprentissage permet, quel que soit, même au collège, au lycée, cet échange entre l'entreprise, la réalité de l'entreprise. Parce qu'on raconte derrière l'économie. S'il y avait cet échange entre les lycées, l'entreprise et l'apprenti, il y a en Allemagne des apprentis qui vont... Et c'est pas parce qu'on est apprenti, on a dévalorisé aussi. À une époque, on a dévalorisé... Il y a un travail à faire là-dessus parce qu'on veut 100% de bacheliers. Je suis d'accord. Mais je pense que Yvon, il pourrait mieux vous en parler en tant qu'ancien instituteur. Non, mais le problème, c'est que les enfants, quand ils vont en 6e, tout le monde va en 6e. Bon, je suis assez près de l'école, puisque j'interviens encore à l'école, aussi bien pour le périscolaire que pour les aides le soir. Mais on est en 6e, tout le monde va en 6e, tout le monde va en 5e, tout le monde va en 4e, tout le monde va en 3e. Et la plupart continuent, tout en n'ayant pas le niveau. Donc c'est à partir de la 4e, et ça je l'ai lu dans votre programme, à partir de la 4e, il faudrait créer des filières techno. Technique ou techno, technique. Oui, j'ai vu, c'était dans le programme. Il faut rétablir des filières de travail, parce que la plupart des enfants ne sont pas faits. Ils pourront avoir leur bac, mais que vaut le bac? Rien du tout. Après, ils vont se retrouver peut-être encore, si on a de la chance, on est caissière dans un supermarché où on est en train de mettre les bouteilles dans un truc avec un BTS ou je sais pas quoi. Mais ben, ça ne sert à rien. Il faut partir en 4e, il faut prendre une filière, il faut qu'il y ait des bons élèves dans ces filières. Parce qu'actuellement, ben, il n'y a que ceux qui ne réussissent pas du tout, qui font les BEP ou les BEP, CAP, voilà, et même le bac pro. Il faudrait qu'il y ait plus de bons élèves dans ces filières. Et ça, il faudrait les sortir, il faudrait l'expliquer. Alors que là, c'est tout le contraire qui se produit. Hein. On leur dit de suivre une filière normale pour avoir le bac. Mais que vaut le bac? Rien du tout. De mon temps, j'ai eu que le bac. Hein. J'ai pu rentrer en étant instituteur remplaçant. Mais maintenant, vous ne pouvez plus. Il faut faire bac plus 4 ou 5. Hein. Donc, il faut sortir du système tout le monde en 3e, tout le monde au bac. Il faut créer des filières de travail avec de bons élèves. J'ai quelques exemples où de bons élèves, ils ne voulaient plus continuer, ben ils sont allés en filière technique et puis ils ont bien réussi. Hein. Après, on peut faire un bon patron, une bonne entreprise, voilà. Il y a informatique, il y a tout ça. Ah. Et est-ce que, je crois que ça commence presque au début, en amont. Ce que j'ai essayé de dire hier soir, c'est qu'on a à peu près 150 000 décrocheurs en France. C'est scandaleux. 150 000 dans l'enseignement. Oui. Il y a aussi des décrocheurs volontaires. Il y en a beaucoup, hein, des décrocheurs, des gens qui n'ont envie de ne rien faire. Hein. Peut-être pas dans nos zones rurales,
mais dans les banlieues, il y a quand même des gens qui ne veulent strictement rien faire. Hein. Donc vous pouvez les mettre dans n'importe quelle filière, ils ne réussiront pas. Hein. Ah, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas, au cours de leur scolarité, été pris en compte, c'est-à-dire avec sévérité et en même temps avec amitié. Et ce que je souligne, plusieurs fois je l'ai souligné, c'est qu'il faut un esprit collectif dans le déroulement de la scolarité. Et qu'il faut faire en CP un premier bilan pour voir si les gens en sont en compétences. Des gens qui veulent peut-être 1 sur 50, qui veulent rien faire, celui-là on s'en occupe en particulier, on le met dans une rasette par exemple, et les autres continuent, et on fait un bilan pendant 1 mois pour que tout le monde soit à peu près au niveau. Puis on continue en CM2, on recommence, pour qu'on rentre en 6e en ayant les compétences. Aujourd'hui, à peu près 25% des enfants qui rentrent en 6e n'ont pas les compétences pour la 6e. Et on fait semblant. Alors on dit, il ne faut pas redoubler. C'est vrai, le redoublement est mal fait. Donc il ne faut pas redoubler. Mais en même temps, c'est pire, ils passent de classe en classe sans rien savoir et ayant une attitude de plus en plus détachée du travail et de l'école. Alors, il faut vérifier constamment ses compétences, avoir cette filière technique à partir de la 4e. À mon avis, il faut donner du technique à chaque élève, hein, 2 heures par semaine à chaque élève, pour qu'ils mettent la main à la pâte et qu'ils voient que la scolarité, ben, c'est un tout, et disons, la vie professionnelle, c'est un tout. Ce qui arrive très souvent, beaucoup vont au bac qui ne devraient pas, et puis d'autres arrivent en 3e et passent dans la filière professionnelle. Mais là, moi, beaucoup de mères m'ont dit ça, mon fils ou ma fille, on l'envoie là, puis il s'aperçoit que les gens sont à un niveau terrible. Donc, on ne les forme pas professionnellement, là, on essaye de rattraper un peu ce qui ne s'est pas passé avant. Et voilà, on arrive à une situation où il n'y a pas vraiment une filière professionnelle, où il y ait, je ne parle même pas d'excellence, mais où un peu de qualité, comme en Suisse ou comme en Allemagne. Donc, il faut redonner à ces filières professionnelles un intérêt, une importance, et qualifier les gens avant lorsqu'ils iront. Ça veut dire qu'à partir du collège et du lycée, il faut des établissements, à mon sens, polyvalents, où il y a filière technique, filière générale et filière professionnelle, et que ce soit vous comme en tout, et que ces enfants se connaissent. Alors après, ça suppose encore une chose. Vous arrivez au certificat d'aptitude professionnelle, il faut passer au bac pro, il faut passer au BTS et au DTU, il faut passer à la licence professionnelle. Et là, il faut qu'il y ait des passages, des ponts entre le professionnel, ces différents parcours dans le professionnel, et le lien éventuel avec le général. Et là, oui, vous avez un ensemble, mais ça coûte, hein, ça. Et est-ce qu'on peut y mettre le prix, alors qu'on met très peu de prix dans le primaire, dans les collèges, et on met tout le prix dans les grandes écoles et à l'université en France, est-ce qu'on veut mettre le prix dans les débuts? Et je crois que là, on ne le fait pas. Et évidemment, il y a des communes comme la vôtre où un rattrapage se fait parce qu'il y a une vie sociale, parce que les gens travaillent ensemble. Mais dans d'autres, il n'y a pas de rattrapage du tout, en particulier dans les banlieues. Pour l'apprentissage, il y a beaucoup de travail à faire. Parce que beaucoup de patrons ne veulent pas prendre d'apprentis parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Donc, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de monter sur une échelle. Il faut qu'ils s'arrêtent à 15 heures. Il faut que le patron, il a un chauffeur qui emmène, parce qu'il n'a pas le droit de rester sur le chantier. Si à 15 heures, il arrête l'apprenti et l'entreprise travaille jusqu'à 16 heures ou 16h30, le gamin, il n'a pas le droit de rester sur le chantier jusqu'à 16h30. Il faut le ramener à la maison. Donc, il lui faut un chauffeur. Et le gars qui va ramener l'apprenti, il ne reviendra plus au chantier s'il est à 20 km de son domicile. Et ainsi de suite, toutes les contraintes. Donc les patrons, ils disent, j'embauche ou je prends un ouvrier, et puis les apprentis, je ne vais pas me faire chier avec. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Parce que j'ai été chef d'équipe, donc je connais le fonctionnement. Voilà, et en plus, pour chaque élève, il y a un dossier à remplir. Et le patron, il en a marre de remplir des dossiers d'ailleurs qui ne servent à rien. Bon, ce n'est pas seulement spécifique aux entreprises qui prennent des apprentis, c'est aussi à l'école. À l'école aussi. À l'école, c'est une catastrophe. On a un dossier sur chaque élève. Vous avez déjà vu les bulletins à la fin du trimestre. C'est une catastrophe. Il y a tellement de rubriques. J'étais enseignant, mais je ne comprends rien. Alors, comment voulez-vous que les parents comprennent? Alors, tous les parents ont l'impression
que les élèves sont doués. Parce que, ben oui, ils ont l'impression, les parents, quand on demande des parents, moi je connais bien les enfants, je vois à peu près, je peux dire cet enfant a quelques difficultés, ou si, ah ben non, quand on demande des parents, ah oui, c'est très bon, ah, c'est très bon, parce que c'était écrit en cours d'acquisition, ah, tout est toujours en cours d'acquisition, hein. Voilà nos bulletins. D'ailleurs, on va en revenir, il paraît qu'au niveau national, on a décidé de refaire des bulletins tout simples. On va mettre conjugaison, on va mettre grammaire, on va mettre vocabulaire, et on va peut-être, pour le moment, on n'est encore pas en train de mettre des notes. On est en train de mettre encore acquis, non acquis, en cours d'acquisition. Mais on va bientôt remettre des notes. Et c'est ce qu'il faudrait, je regrette, il y a des enfants qui sont plus brillants, et ceux-là aussi, parfois, il faudrait les mettre dans une filière pour progresser plus rapidement, pour faire des choses plus intéressantes, et les autres, il faudrait les aider. Voilà, comme vous l'avez dit. Moi, je pense que... bon, je ne sais pas trop comment ça se passe dans l'école, le collège, je n'y ai jamais été. Mais je me rappelle que j'avais deux frères qui étaient dans un collège à Artillet. Et quand ils ont dit, à l'âge de 14 ans, 15 ans, enfin, tous les deux ont voulu être cuisiniers. Ah ben, les profs, ils ont, ou je ne sais pas, je sais pas qui c'est, le prof principal, ils ont tout de suite dit non, c'est pas possible, ils ne peuvent pas être cuisiniers. Alors ma mère a dit, mais attendez, ils veulent être cuisiniers, je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas l'être. Ah non, 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 ils n'ont pas le niveau, ils ne peuvent absolument pas être cuisiniers. Bon, ma mère était assez stricte, elle a décidé, ils seront cuisiniers. Et je peux vous dire, il y en a un qui a passé des écoles, qui était chez Bocuse, qui était chez, je ne connais plus les autres noms, et qui travaillait encore dans des gros trucs. Ils ont bien réussi. Tous les deux. Ils ont un salaire, ils se font le triple de ce que je gagnais moi. Alors qu'à l'école, on a dit non. C'est pas possible. Voilà. Bon, je vais peut-être revenir sur un autre chose avec nos jeunes, parce que quand ils sortent de l'école, peut-être pas trop chez nous dans la ruralité, mais je pense que c'était une très très grosse connerie d'enlever le service militaire. Parce que ça, je connais beaucoup de gosses, nous on a travaillé à la terre, on a tout fait à la maison, mais des gens des villes, des jeunes qui n'ont jamais eu d'ordre, et c'est là-bas où ils ont appris le respect et tout. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a enlevé tout ça. Et ben voilà. Et le résultat, ben voilà, on l'a. Hein. Le résultat, on l'a. Oui, je voudrais revenir, M. Cheminade, au sujet de la Suisse et de l'Allemagne. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Ils ont une autre gestion, déjà, sur tous les domaines. Premièrement, regardez voir, je dis, Merkel. Eux, ils travaillent avec 13 ministres. Nous, on a 28 et 10 secrétaires d'État. Donc, je crois, est-ce qu'on ne pourrait pas copier un peu sur les Allemands, parce qu'on voudrait copier de l'autre sens, mais je crois qu'on n'arrive jamais. Je voudrais revenir sur le recommandé commune. Je n'étais pas au monde, bien sûr. C'était en 1939. Les Allemands, ils s'étaient préparés pour recouper les communes. Donc, l'Outre-Rhin était recoupé avec 6 villages. Pourquoi? Parce qu'il y avait une gare, chemin de fer, qui rapportait tout le ravitaillement du côté Château-Salin. Donc, il y a eu la gare de Rénin, ça c'est à Saint-Amour, et là, on a su gérer, on a pu recouper toutes les communes. C'était préparé. C'était pas comme nos gros cahiers sur le papier ou sur des gros tableaux. C'est ça que ça peut pas aller. Et là, je crois qu'il faut se préparer. Donc, je crois la loi NOTRe, je crois, à mon avis, il faut la supprimer. Carrément, mais malheureusement, il n'y a aucun
aucun candidat qui n'ose s'exprimer. Il faut... Moi je l'ai fait. Oui, justement. Vous, oui, d'accord. Mais les autres, oui, voilà, c'est ça. Mais il y a encore un autre problème que je voudrais relever au sujet des députés et des sénateurs. Alors pourquoi on veut toujours couper sur les Allemands? Bien sûr, mais on n'arrive jamais. Je prends un exemple. Pourquoi en Allemagne, il y a moins, je ne sais pas si c'est des députés ou autre chose, il y a moins de députés et moins de sénateurs. Je crois en France, on pourra faire la moitié-moitié. Là, on gagne déjà des sous, croyez-moi. Et on a parlé du département avant, hein, de donner le fameux crédit du département. Quand je vois notre département, hein, qui, malheureusement, 70% du budget part pour l'aide sociale. Le reste, c'est pour nous, pour les communes. 70%. Et en plus de ça, j'ai posé la question à notre conseiller départemental, M. Lourmand, pourquoi vous faites toujours ce fameux Open de Moselle, qui nous coûte une sacrée somme d'argent. Ça, je crois, les communes pourront bien le récupérer. Et malheureusement, on le fout, l'argent par les fenêtres. Et ça, on ne peut pas accepter. Voilà. C'est quoi le truc de Moselle? C'est le tennis, l'Open de Metz. L'Open de Moselle. Et là, croyez-moi, il y a des sous qui partent, hein, qui s'envolent, on va dire. En ce qui concerne l'Allemagne, comme vous avez dit, les politiques français, ils veulent copier que ce qui les arrange. Je voudrais juste revenir encore sur les finances. Hein. Regardez voir, dans le temps, Sarkozy, président, vous savez combien d'entreprises, des PME enfermées? 900 pendant son mandat. Et en plus de ça, on a fermé, on n'a pas regardé ni à droite ni à gauche, on a foncé droit dans le mur. C'est ça. Alors, quand je vois que Sarkozy, il a bien annoncé que tout patron, tout PDG, je prends un exemple, le président directeur général de Renault, il a 80 000 euros par mois. Sans la filière de Nissan, plus ils ont racheté, Renault, une entreprise qui fabrique les fameuses batteries pour les voitures électriques. Donc là aussi, donc à mon avis, il revient à une certaine somme. Hein. Et je crois de l'autre côté, il faut peut-être diminuer tout ça et ça. Et en plus de ça, c'est pas seulement le président directeur général, c'est tous les actionnaires à la fin du mois qui viennent empocher, qui viennent se remplir les poches. C'est ça. C'est ça la France. Malheureusement, on ne peut pas copier sur les Allemands. Alors, une précision d'abord sur le crédit impôt industrie région. C'est pas englobé au département, c'est pas englobé dans la région au département. Hein. C'est un crédit impôt qui est donné aux gens qui sont prêts à investir dans une entreprise. Et c'est hors budget général de la région et du département. L'idée, c'est ce qui s'est fait en Suisse aussi. Hein. On a vu les gares, on a vu les lieux où pouvaient circuler, arriver les hommes, les marchandises et les idées. Et autour de ça, on a créé des entités administratives. On a vu, on est parti de l'économie, ce que disait Eugène Pérez tout à l'heure. On a dit l'économie se développe, on va créer des solidarités autour. En France, on a dit l'administration a des idées, on regarde des cartes et l'administration balance des plans. Donc c'est très très différent comme approche. Ça, c'est une première chose. L'autre, on a parlé beaucoup d'éducation. Je crois qu'en effet, ça a été une grande erreur de supprimer le service militaire. Pour deux raisons. D'abord, celle que vous avez mentionnée, c'est-à-dire, disons, il ne faut pas trop l'exagérer, mais enfin, il y avait quand même une intégration sociale, et surtout, des gens, en particulier des jeunes de la ruralité qui pouvaient être un peu perdus, et surtout des jeunes de banlieue, qui trouvaient un encadrement et qui voyaient ce qu'est d'arriver à l'heure, de se lever quand il faut, et qui là étaient intégrés dans une vie sociale où après, ils appliquaient dans leur vie ce qu'ils avaient vu là. Et beaucoup avaient appris à conduire, ce qui est très important aujourd'hui dans un monde où on se déplace. Donc évidemment, on ne peut pas aujourd'hui, je pense, rétablir le service militaire comme il était, parce qu'on n'a pas les casernes, on est toutes basancées. Donc il faut faire un service militaire, disons, de 1 ou 2 mois, où on comprendra ce qu'est la défense, faire comprendre aux jeunes ce qu'est la défense. Ils ne comprennent plus du tout, hein, ils n'ont plus aucun sens de ce que c'est. Donc la faire comprendre, et puis un service civique, où il y aura des interventions dans tous les domaines, y compris
de façon intelligente outre-mer. Vous les envoyez au Mali pour développer les lacs qui n'y existent pas. Parce que si on intervient militairement, on arrête les djihadistes et on ne fait pas une économie qui produit, ben, le pays, ça retombera exactement dans les mêmes conditions dès qu'on aura tourné le dos. Donc, et même quand on est là. Donc, il faut faire cet effort. Mais chez nous aussi, il y a des tas de domaines, d'où, entre autres, l'assistance à la personne, où ça peut aider. Ça ne peut pas substituer. À mon avis, il faut un statut de l'assistance à la personne et des appartements thérapeutiques. Donc, il y a toute une logique qu'il faut enclencher dans tous les domaines où on intègre ce pays. Sans ça, on court au désastre. Hein. Et on y est déjà, d'ailleurs. On a déjà commencé. Ça, c'est une chose. Maintenant, oui, l'autre chose, j'étais très frappé dans les manifestations de Nuit debout de ces 3 ou 4 jeunes filles un peu perdues qui disaient « tous les patrons, on les pendra au pont d'Avignon ». Ils n'ont aucun sens de ce qu'est un patron d'entreprise. Parce qu'ils confondent un patron d'entreprise et Gosn, dont vous avez parlé, de Renault, ou d'autres du CAC 40, qui eux sont reliés aux 4 grandes banques, qui eux-mêmes sont reliés à un système mondial de dictature financière. C'est très différent entre le patron d'une entreprise, même de 500 personnes, et surtout de 2 ou 3, qui lui travaille dans ce pays et pour son développement, et qui crée des emplois. C'est là que se créent vraiment des emplois, c'est pas ailleurs. Et il s'en crée, paraît-il, il commence à s'en recréer aujourd'hui, malgré tous les problèmes. C'est le moment d'encourager, c'est le moment de faire un effort, un grand effort dans ce domaine. Et bon, les idées que j'ai discutées avec des dirigeants de PME, c'est à chaque ouvrier, à chaque employé, ouvrier nouveau qu'on engage, jusqu'à les TPE jusqu'à 10 personnes, les PME jusqu'à 10 personnes, dans ce cas-là, on déduit les charges, on les fait à taux zéro pour cette nouvelle personne engagée. Et au-delà, pour un chômeur engagé, on déduit ce que coûte un chômeur par rapport à la personne qu'on engage. Tout ça, c'est bien, c'est ponctuel, mais il faut un esprit beaucoup plus général qui intègre tout ça. Donc, évidemment, aujourd'hui, si vous êtes interrogé par des journalistes, vous en situez une de ces mesures et après, ils passent à autre chose. Donc, je crois que là même, on a une représentation, c'est pas de leur faute, je dirais, mais une représentation de ce défaut qu'on a dans toute notre société, c'est qu'on saute d'un coq à l'âne tout le temps, et on ne se fixe pas, et on ne creuse pas une question, parce que creuser une question, ça ne rapporte pas. Ce qui rapporte, c'est le court terme, c'est l'immédiat, la position qu'on gagne, l'avantage qu'on a, l'argent qu'on peut gagner. Donc c'est, je crois, très important de repenser notre pays à long terme, et c'est ce que j'ai essayé de faire, donner un sens que ce qu'est penser à long terme. Alors, beaucoup de gens, aujourd'hui, ont été infectés par cet esprit du court terme, par cet esprit de l'immédiat. Donc, mais il y a un moment, aujourd'hui, où ils commencent à penser, parce qu'ils s'aperçoivent que les affaires du pays ne vont pas tellement bien, ils se disent, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à long terme? Mais ils n'ont pas fait le saut de dire, il faut penser à long terme et voir ce qu'on peut faire. Même s'il y a des problèmes à court terme, il y aura des difficultés, il y aura de la rigueur, mais ça sera pour tous, égal pour tous. Là, si on continue comme on va, on aura un pays qui se détachera en morceaux. Et en particulier, les gens qui sont au haut de la pyramide se détacheront complètement des préoccupations de ceux qui sont en dessous, c'est-à-dire 80 à 90% des Français. Et ça, c'est le danger, vraiment, de décomposition imminente que court notre pays. Et sortir de l'Europe, comme vous le savez, moi je dis oui pour faire un choc, sortir de l'euro pour faire un choc, et pour négocier quelque chose d'autre. Parce que l'Europe qu'on a, ce n'est pas une Europe de développement mutuel, ce n'est pas une Europe de croissance, c'est une Europe qui s'est faite autour de l'argent, et de plus en plus, à Bruxelles comme à Francfort. Donc il faut refaire une véritable Europe. Et ce que disait De Gaulle dans le fameux discours de Cabri, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il disait Europe, 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 comme autant de Cabri. Mais dans le même discours, ce qu'on oublie de dire, c'est que De Gaulle disait je suis le véritable Européen. Et être un véritable Européen, c'est croire à ce qu'on peut constituer, à ce qu'on peut réintégrer à l'intérieur de son pays, en Europe, pour avancer vers le futur. Avec l'euro, avec l'Europe de Bruxelles, on ne peut pas. Il y a trop de mauvaises habitudes qui ont été prises. Donc c'est là qu'il faut reconstruire, recréer, refonder. Et les gens ont du mal à comprendre ça parce qu'ils pensent l'institution, croient qu'Europe égale Bruxelles. Et bien non, Bruxelles a trahi l'idée même de l'Europe. Et c'est là qu'il faut recomposer, recréer, et voir comment on le fera ensemble. On ne peut pas tout faire d'un coup, et dire voilà, on aura le modèle idéal. Moi, je crois qu'en politique, le propre d'un homme politique n'est pas de dire il faut faire ci, il faut faire ça, c'est le modèle idéal. Oui, on est obligé de présenter les différents éléments d'un projet. Mais un homme politique, comme un enseignant, doit arroser, 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 comme un bon jardinier, et faire pousser les meilleures plantes possibles. Certaines le surprendront,
ben, il sera content. Parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'il attendait, mais c'est intéressant pour son pays. Et c'est de ce point de vue-là, je crois qu'il faut penser toutes ces questions institutionnelles du point de vue de ce que ça peut apporter en dynamique, en développement, et pas de voir, il y a une formule, il y a un dossier, on va faire comme ça. C'est le mal français administratif, hein, qui se liant au mal de la finance, crée un désastre. Le marché commun, mais il ne voulait jamais l'euro, De Gaulle. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Il a bien dit, hein, le marché commun. Mais jamais mais monnaie. Voilà. On a quelque chose qui s'appelle la banque d'investissement, la banque publique d'investissement. Est-ce que vous croyez que ça peut vraiment servir à alimenter la vie locale, le développement intégré de la France, si on multiplie par 2 ou 3 ses ressources? Et une façon, c'est de dire l'État doit de l'argent aux banques, en contrepartie de l'argent qu'on leur doit, les banques, on leur donne une position au sein de la BPI, mais à condition de garder une direction de BPI qui soit une direction avec des chefs d'entreprise et des gens qui sont prêts à développer le pays. Est-ce que vous pensez que cette BPI peut être attentive aux problèmes que vous avez pour développer cette économie refleurie dont a parlé Eugène? Je pense que si la dette était transformée en économie réelle, pour moi, on avancerait. Et on avancerait largement beaucoup plus. Je parlerai aussi... on a parlé de crédit d'impôt sur les régions, mais s'il y avait aussi ces banques qui redonnaient à l'économie dans les capitales d'entreprise, on aurait une émulation, on aurait aussi ce qu'on disait par rapport à l'école, une transversalité, c'est-à-dire l'apprentissage, etc. Et on pourrait donner à un futur meilleur. Il faut redonner, hein. De toute façon, il faut redonner. La dette, on ne la doit pas. Elle est injuste pour tous. Donc derrière, il faut qu'elle ait une valeur autre. Cette valeur, c'est pour nos enfants, pour nos futurs de nos enfants. Et je pense que c'est important d'amener ce que dit aussi Jacques dans son discours présidentiel sur l'Afrique, la mer et l'espace. On est bien dans les technologies, la science. Et là, si on redonne à cet effet-là, on a une planète qui devient magnifique autour de soi. C'était drôle de voir Pujadas hier soir. À ce moment-là, il a dit « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je suis dépassé. » Et il jugeait ça drôle, comique, alors qu'il se ridiculisait lui-même. C'est ça qu'il est. Et je crois que les réseaux sociaux, le public l'a compris. Il y a 2 ou 3 points où il commence vraiment à devenir plus malin que les gens qui essayent de les manipuler. Je crois que c'est un très bon signe. Moi, je voudrais dire, par rapport à l'éducation, c'est qu'on a eu l'éducation de la révolution industrielle, du Second Empire, Napoléon III. Derrière, on a appris aux gens à travailler pour l'industrie. Est-ce que maintenant, on parle de science, on parle de technologie, on ne pourrait pas être aussi, par rapport à l'école, l'éducation, être des créateurs et de s'épanouir autour de ça? Je parlais de la facette qu'on pouvait tailler à un enfant. On a un enseignant, moi j'enseigne aussi, sur le lycée. Derrière, je trouve que se nourrir de soi, de nous, ça peut aussi amener à tailler un diamant et qui rayonne autour de soi il s'épanouit, voilà, tout simplement. C'est donner de l'épanouissement, pas donner des gens qui font la tête tous les jours. Donc cette nouvelle déclaration... On a combien, 1 minute 30 ? J'ai 1 minute 30 pour la lire. Temps de parole, après ça s'allume en rouge. Nouvelle déclaration d'Artzwiller, avril 2017. Plus que jamais, nous, maires et élus de France, tout comme Européens, nous réitérons ce 21 avril 2017 à Günzwiller, en Moselle, l'engagement pris près de ce même lieu à Artzwiller le 10 août 2013 pour l'avenir de nos enfants et petits-enfants et au-delà pour l'humanité. Plus que jamais, car rien n'a été fait depuis pour enrayer l'effondrement du système financier international et ses conséquences sociales. Ni la séparation stricte des banques, qui mettrait fin au chantage des banques d'affaires sur l'épargne populaire, ni une politique d'investissement dans des projets à long terme d'équipement de l'homme et de la nature, ni une politique de détente, d'entente et de coopération entre les nations, fondée sur les objectifs communs de l'humanité. Rien n'a été fait pour libérer les peuples de l'occupation financière. Plus que jamais, les faux monnayeurs du système financier veulent faire payer la note de leurs erreurs aux peuples et aux élus de proximité. Le démantèlement des services publics,
la mise en compétition financière des territoires au détriment d'une véritable égalité des citoyens, l'imposition de politiques d'austérité en étouffant la capacité d'agir des représentants des peuples, maires, élus de régions, parlementaires qui souhaitent les servir, la spoliation des épargnants pour renflouer les dettes de jeu des mégabanques, comme on a pu le voir en Espagne et à Chypre en 2013 ou en Italie en 2016, forment la politique d'ensemble d'une oligarchie financière incapable de se remettre en cause. Alors que l'euro vise d'une Union européenne qui a trahi les peuples de l'Europe, s'est condamné lui-même, alors que les pays européens doivent se concerter rapidement pour refonder une Europe des nations et des projets, alors que de nouveau une escalade vers une guerre généralisée s'enclenche au Moyen-Orient, nous, maires et élus de France, tout comme Européens, soutenons une véritable politique de libération des peuples, fondée sur leur droit à disposer d'eux-mêmes, le respect du travail humain, en résumé, une politique qui remet l'argent au service de l'économie réelle et du développement des peuples. Notre engagement se situe au-delà des convictions partisanes. Il puise sa source dans l'intime conviction qu'un sursaut est possible, qu'un autre monde est possible, pourvu que des hommes et des femmes s'engagent à le faire émerger. Souhaiter à M. Geminat pour dimanche que les petits ils remontent à la pente, hein, pour balayer tous les grands caïds, hein, comme on dit, hein, et c'est beaucoup la faute des médias que les 5 ils sont devant vous. Hein. C'est là qu'il faut aussi mettre à terme à tout ça. C'est vrai, il faudrait que vous émergiez, mais malheureusement, c'est assez dur à émerger. Parce que tout le monde vous casse les pattes, si on peut dire. Moins qu'avant. Moins qu'avant. Oui, c'est vrai. On vous voit plus souvent, j'ai l'impression. À part le Canard enchaîné et le Parisien aujourd'hui, personne n'a vraiment dérapé. Non. Le Canard enchaîné, je disais, dans le bon temps, ils buvaient un verre de Julienas et ça les mettait en forme. C'est le temps où mon père connaissait les dirigeants du Canard enchaîné. Aujourd'hui, non seulement ils fument la moquette, mais ils fument beaucoup de moquettes différentes. Voilà. Ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Pour moi, j'ai été surpris de voir pour une fois un vrai candidat à la présidence de la République française chez nous. Et on le voit, on est assis à côté de lui. Alors que d'autres, à part la télé, ils ne connaissent pas les petits maires. Hein. Alors moi, je vous souhaite au moins d'avoir les 5%. Ce serait déjà une bonne chose. Et puis voilà, beaucoup de succès. Mais bon, on verra. Et je vous remercie de vous être déplacé chez nous. Pareil, je vous remercie. Et puis surtout que vous étiez venu me voir directement en mairie un jour. Et donc il faudrait peut-être également revoir le système de parrainage. Je ne suis pas un spécialiste, mais quand on voit les grands candidats qui ont 2-3 000 signatures, à un moment donné, je pense que quand ils ont atteint le quota de leur signature, il faudrait pouvoir, soit ils donnent leur parrainage à un autre candidat, ou pas du tout, mais donner 2000 ou 3000 parrainages à un candidat, alors que la loi permet à d'autres de se présenter et qui ont tout le mal possible de trouver les 500. Bon, c'est peut-être mon idée maintenant à creuser. Alors, bonne chance pour dimanche. Et puis... Moi, c'est reprendre ce que vous avez dit aussi, c'est les maires en zone rurale sont ravis de voir quelqu'un qui se présente à la présidentielle, aux élections présidentielles, devenir dans leur secteur.
Ça, c'est important. Il y a un contact, il y a cette relation humaine, échange. Bon, je connais Jacques depuis un bon moment maintenant, et derrière, j'apprécie quand il se déplace, et je ne souhaite que le bon et qu'il donne la voix, le glas, comme on veut, pour cette présidentielle. Mais il est aussi, il le dit aussi, c'est un catalyseur. Il donne des messages, même si on fait peu, mais au moins on a donné et on a mis un message. On a élevé aussi le débat qu'on a vu ces temps-ci. Et je dirais MERDE pour le dimanche. Alors, une chose en passant, le journaliste qui travaille avec nous a dit, si on vous avait laissé faire cette campagne en 2012, vous auriez entre 5 et 10% cette fois-ci. Et vous auriez eu des ressources financières parce que les gens auraient vu que ça avançait. Maintenant, on l'a fait cette fois-ci. Je dirais, on a entrouvert une porte. À nous de rentrer dans la salle et de dire ce qu'on a à dire dans le moment où on rentre, qui va être extrêmement turbulent, où le président, quel qu'il soit, n'aura pas de majorité, où la crise financière mondiale peut venir d'un moment à l'autre, comme je l'ai dit hier soir, où on a la pire crise humanitaire depuis 1945. C'est l'expert des Secours des Nations Unies qui l'a dit. Donc on rentre dans ce monde-là, et si nous restons les uns et les autres mobilisés, si vous vous déplacez comme vous l'avez fait aujourd'hui, et si on continue à le faire, ben on va inspirer, on va faire boule de neige, et on a une grande chance d'avoir un impact vers un monde meilleur. Donc c'est normal qu'il soit venu un petit peu chez nous, parce que c'est en Moselle qu'il a eu le plus de parrainages. J'en ai compté 37. Il y a un autre candidat qui a fait 37 parrainages en Moselle, je ne sais pas, je crois que c'est Fillon. Il y en a 2 qui ont eu 37 parrainages en Moselle. Donc, vous voyez, vous êtes en tête en Moselle. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Ben, je crois que vous l'avez dit, dimanche, le 7 mai, on aura un autre président. Mais je lui souhaite bonne chance. Parce que, comme vous l'avez dit, je crois qu'à part Fillon, qui aurait peut-être une majorité, les autres vont avoir un parlement, donc avec une majorité, avec des groupes, voilà. Donc il faudra travailler ensemble. Je ne sais pas si c'est possible. On verra bien. Sinon, c'est la crise. Bon, vous êtes courageux de vous présenter. Ça fait 3 fois. La 3e fois, vous avez du courage. Vous êtes peut-être un petit peu utopiste quand même, non? C'est parce que je suis plus jeune que les autres. Oui. Je l'attendais, ça. Non, mais vous êtes quand même un tout petit peu utopiste. Alors, vous savez, j'étais avec c'est Guillaume Duval, et il a vu, c'est en 95, que ma montre avançait de 10 minutes. Alors, il m'a dit, mais pourquoi votre montre avance 10 minutes? Et je lui ai répondu, il était très frappé depuis, il est resté, disons, lui et Poivre d'Arvor, que j'ai rencontré l'autre jour. À ma grande surprise, ces gens nous suivent, mais ils se taisent, ils n'en parlent pas. Et j'avais dit à Guillaume Duval, maman, ça avance 10 minutes parce que je suis toujours en avance sur mon temps. Et il s'en souvient encore, ça m'a 95. Donc ces gens-là, quand même, par dedans, disons, réfléchissent et surtout, ils se disent, mais quand même, il a convaincu 3 fois plus de 500 maires. Ils disent, mais il n'est pas seul, il doit avoir des gens autour de lui qui font un travail formidable. Et c'est ça que je veux rendre hommage à tous nos militants qui ont fait ce travail et qui nous ont permis de parler. Et là, j'utilise un « nous » parce que c'est pas « je », c'est « nous ». Et vous faites partie de ce « nous », bien entendu. Oui. Oui, parce que vous avez des équipes, effectivement. La première fois, en 2012, je vous avais déjà parrainé. C'est un peu à cause de vos équipes. Je ne sais pas qui est passé... et qu'elles sont passées chez moi. Et en tout cas, vous êtes repassé aussi. Un an avant les élections, vous êtes repassé chez moi à Gunzwiller, donc je vous avais promis la signature. J'ai dit utopiste, mais je le suis aussi un petit peu. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un régime politique, enfin, un petit peu idéal, hein, qu'on arrête de se chamailler, avec une société parfaite, hein, c'est le propre. Et avec des gens qui vivent heureux et en harmonie. Ben, c'est ce qu'on doit souhaiter à la France. Voilà. Donc merci beaucoup à tous et merci beaucoup en particulier à vous qui nous avez accueillis.